Alors, du coup, on peut reprendre avec une présentation sur les GPU. Donc, c'est une introduction, hein, c'est pas un cours, même si c'est des choses repompées d'un cours. L'idée, c'est d'avoir une idée assez précise euh, pour voir. Enfin, moi, en fait, mon objectif, c'est presque de vous montrer à quoi ça ressemble de programmer en CUDA pour vous dire, je veux pas programmer en CUDA. Parce que si on a le temps, effectivement, pourquoi pas, c'est rigolo, hein, c'est vraiment rigolo, mais pragmatiquement, on se dit, non, autant essayer d'utiliser autre chose. Donc, introduction au GPU. Donc, je reprends le transparent de tout à l'heure, donc, qui disait que la programmation GPU, c'est assez particulière, donc un parallélisme massif, plein de cœurs. La mémoire est séparée en général, et donc le développement, bah, c'est particulier, faut compiler à part et tout. On ne peut pas juste débugger comme on a l'habitude, on ne peut pas lancer avec SSH, il y a un offload, il y a des procédures pour ça. Bon. Donc, on va voir maintenant le détail. Alors, à quoi ça ressemble un GPU? J'ai récupéré une image sur Internet, hein, ça ressemble à ça. Et donc, ce que c'est un cœur, essentiellement, c'est un petit machin là. Ça, c'est un cœur. Donc, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. C'est organisé, alors on peut zoomer un peu. Si on zoome sur un coin de la machine, on voit un peu de structure arriver là, les SM. Donc, c'est les streaming multiprocesseurs. Donc, zoomons encore un peu plus. On voit une portion de la machine. Alors, on voit qu'il y a le contrôleur mémoire pour aller voir sur la mémoire interne au GPU. Il y a du NVLink pour aller discuter avec un autre GPU. Et puis, bah là, il y a plein de cœurs côte à côte. Alors, si on zoome sur une portion où on commence à voir les cœurs, alors la notion de cœur est un petit peu floue ici, mais en gros, un cœur, ça va être une ligne ici où il y a une unité de calcul double, deux unités de calcul simple, deux unités de calcul entier. Et puis là, il y a un tensor core qui fait les calculs de tenseur. Donc voilà, c'est vraiment des unités de calcul en vrac. Et où est-ce qu'on a des registres? Ben, c'est là et c'est en vrac. Et les différents cœurs, entre guillemets, accèdent à ces registres-là. Donc il y a du cache, bien sûr. Il y a une hiérarchie, là, du L0, L1, L2, hein, qu'on a vu au milieu tout à l'heure. Donc c'est vraiment un gros paquet de cœurs tout en vrac. Donc, par exemple, le V100, on considère qu'il y a 5000 cœurs. Alors, en vrai, ça fait plus d'unités de calcul, simple et double. Mais en gros, voilà, c'est de l'ordre du millier, avec une structure. On a vu, effectivement, il y avait un paquet de cœurs côte à côte, avec un cache partagé, eux-mêmes regroupés avec un autre cache partagé, eux-mêmes regroupés encore. Voilà, il y a ce qu'ils appellent SM, TPC, GPC. Bon, ils en inventent au fur et à mesure qu'ils ont des GPU de plus en plus gros, ils rajoutent encore des milliers de cœurs. Ce qui veut dire qu'il va falloir mettre plein de threads pour effectivement occuper tous ces cœurs et puis les structurer pour que effectivement ça corresponde un peu, hein, que CUDA puisse faire des paquets de threads qui mettent sur ces paquets de cœurs, là, les SM, les TPC, et qu'il ordonne ça de manière un peu appropriée. Donc, pour donner une idée de la performance qu'on obtient, en simple précision, typiquement sur un V100, on va avoir 16 teraflops, en double, on va avoir 8 teraflops. En gros, hein, c'est un ordre d'idée. Alors, il y a les Tensor Core, j'en parle pas, c'est encore une autre histoire, hein, c'est très particulier pour le coup. Mais donc, pour le calcul habituel, hein, c'est l'ordre de grandeur. Donc, la machine teraflopique, bah là, c'est juste un GPU, clairement. Et puis, on a la mémoire embarquée. Pourquoi elle est embarquée, cette mémoire? Parce que la bande passante, elle est monstrueuse. 900 gigaoctets à la seconde. Une mémoire de CPU, hein, c'est pas aussi rapide. Rien que le bus hein, lui-même va pas aussi vite. Donc ça, c'est vraiment la particularité du GPU, c'est qu'il a une bande passante monstrueuse. Énorme parallélisme, gros accès à la mémoire, mais c'est pas si simple que ça à exploiter. Donc si on regarde un peu un morceau du GPU, à quoi ça ressemble. Donc, on fait un petit zoom sur ce qu'on a vu tout à l'heure, mais de manière un peu plus abstraite. Donc, j'ai des petits cœurs là qui partagent un peu de mémoire locale, qui sont côte à côte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a qu'une seule unité de dispatch euh, pour tout ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tous ces petits processeurs, tous ces petits cœurs là, ils sont synchronisés entre eux, ils ont de la mémoire commune, ils ont des registres qui sont en commun, et il va falloir créer des threads matériels qui sont gérés par le matériel pour les occuper. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai une instruction dans mon programme, eh ben, elle va être faite par tous les threads qui sont là. Tous les cœurs
instructions-là font la même instruction en même temps, parce que j'ai qu'une seule unité qui va décoder l'instruction et du coup la faire exécuter par tous les cœurs en parallèle. Donc c'est vraiment, en gros, de la vectorisation. Donc c'est du SIMD parce qu'on peut leur faire travailler sur des données différentes, mais c'est synchronisé très fortement. Alors après, il y a un certain nombre de points de détail, donc j'en mentionne quelques-uns, je ne rentre pas trop dans les détails, mais pour commencer à avoir une sensation de où est-ce que ça commence à être difficile, la dispatch unit, là, elle met quelques cycles à décoder l'instruction, on va faire par plein de nombres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on ne va pas lancer juste 8 threads pour occuper les 8 cœurs qui sont là, on va en lancer 4 fois plus pour qu'on décode une instruction, et pendant 4 cycles, on a le temps d'occuper les 8 cœurs avec 4 fois 8 threads, mais qui font juste la même instruction. C'est juste que la même instruction, on va la faire 4 fois par un même petit cœur ici, pendant que les autres font aussi exactement cette même instruction pendant tout ce temps-là. Donc c'est vraiment un parallélisme massif. Donc là, 4 fois 8, 32. Donc on lance 32 threads comme ça, une instruction, et il y a 32 threads qui vont la faire en même temps, donc pendant 4 cycles sur 8 cœurs. OK, donc du coup, on fait plein de threads pour effectivement recouvrir le fait que rien que décoder l'instruction, ça prend du temps. Mais il n'y a pas que ça. Charger des données depuis la mémoire globale, celle qu'on avait vue, là, qui avait 900 gigaoctets à la seconde, alors effectivement, elle a un énorme débit. Par contre, la latence, elle n'est pas si bonne que ça. C'est quand même pas comme le cache L1 d'un processeur qui répond en un cycle. Là, elle met plusieurs cycles. Et donc, de nouveau, on va dire, pas de problème, on met encore plus de threads pour dire, je suis capable de charger énormément de données en parallèle en un seul cycle, mais ça met du temps à venir, toutes ces données-là, ok, c'est pas grave, j'en charge plein, et une fois que j'en ai chargé plein, je lance plein de threads sur toutes ces données-là qui vont travailler dessus pendant un certain nombre de cycles. Chacun un bout de la donnée qui a été chargée, et donc typiquement, on va lancer 128 threads sur une seule instruction, mais en ayant chargé en une seule fois plein de données qui aura mis du temps à venir. C'est pas grave, pendant que la donnée avait mis du temps à venir, il y avait une autre instruction qui faisait pareil, et donc qui travaillait avec plein de threads sur les données qui avaient été chargées encore avant. Donc c'est là où on se rend compte, voilà, 128, déjà faire un programme OpenMP avec 128 threads, on se dit, oh là, c'est juste normal. Et ça, c'est un tout petit bout du GPU. Donc ça donne un peu la sensation de, oui, le parallélisme est massif. OK, donc plein de threads. On se dit, OK, il va falloir faire plein de threads, mais comment ça va se faire? Ça va être dur. Alors là, je prends un exemple le plus simple possible. Je vais multiplier un vecteur par un scalaire, le même scalaire pour tout le vecteur. Le code qui tourne sur GPU, c'est juste ça. C'est juste ça, au sens où j'ai un pointeur qui me donne mon vecteur, et puis chaque thread va travailler juste sur une case du vecteur. Donc chaque thread a son numéro à lui, et la seule chose qui fait le thread, c'est une instruction, c'est lire à cet endroit dans le vecteur, multiplier par le petit facteur qui est le même pour tout le monde, et écrire au même endroit. Et donc, on fait ça, et il n'y a pas de boucle for ou quoi, hein. Juste chaque thread fait une seule instruction. Et c'est efficace. Le GPU est fait pour que ça soit efficace. Et donc, on lance des milliers, des millions de threads comme ça. Le matériel est fait pour que ça soit pas cher de faire des millions de threads comme ça. Donc ici, typiquement, ça, c'est la fonction qui tourne sur le GPU. Oula, pardon. Je vais aller trop vite. Ça, c'est la fonction qui tourne sur le CPU. Et donc, celle qui tourne sur le CPU, elle récupère les paramètres et elle lance la fonction sur le GPU. Donc, c'est là qu'il y a l'offload. On envoie le code éventuellement sur le GPU. On lui dit, je vais avoir un n thread à démarrer. N, ça peut être 1 million. Et on leur donne les paramètres là. Et chaque thread prend une case du tableau, multiplie. Et ça, c'est efficace. C'est efficace sur le GPU, parce que tout le matériel est fait pour que ça marche. Donc c'est vraiment la vectorisation intrinsèque finalement. On exprime carrément en vectoriel. OK. Alors juste un petit détail, ici, le pointeur qui est donné à la fonction CPU, c'est déjà un pointeur GPU. On parlera du transfert de données un peu plus tard. Pour l'instant, voilà, on considère qu'on a déjà pointeur GPU, et simplement on le donne au GPU pour qu'il fasse le petit calcul. OK, donc on peut créer des millions de threads, c'est pas dur.
Maintenant, le truc, c'est qu'il y a une hiérarchie. On avait vu, il y avait des SM, des G machin, etc. Bon. Et cette hiérarchie fait que balancer juste 1 million de threads sans aucune structure, ça ne va pas être efficace quand même. Il vaut mieux faire des groupes de threads. Donc ça, c'est pareil un peu pour les différents GPU. Donc, en CUDA, on appelle ça des blocs. En OpenCL, ça va être des groupes. Bon, peu importe, on regroupe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ici, on va faire des groupes de 64. Et puis, le nombre d'éléments qu'on a à traiter, on va le diviser par le nombre de threads par bloc qu'on va faire. On arrondit un peu plus pour avoir assez de threads pour avoir tout. Et donc, ça nous donne un nombre de blocs de 64 threads. Et donc, on dit à CUDA, bah, tu me fais un certain nombre de blocs de 64 threads. Donc, au lieu d'avoir 1 million de threads tous en vrac, je vais avoir une dizaine de milliers de blocs qui chacun contient 64 threads. Et donc, dans ma fonction, j'ai mon numéro de thread à l'intérieur du bloc, entre 0 et 63. Et puis, j'ai mon numéro de bloc, et puis la taille d'un bloc. Et donc, au final, je retrouve finalement un indice qui me donne un numéro de thread simplement par paquet de 64. Et donc, de nouveau, je fais mon petit val crochet i fois égal facteur. C'est la même histoire que tout à l'heure. Simplement, la numérotation, là, je l'ai regroupée par paquet de 64 pour que le matériel puisse se dire j'ai des paquets de 64 threads que je peux amener à différents endroits du GPU pour gérer de manière quand même plus efficace ces paquets de threads. Alors, il y a donc ici, voilà, c'est finalement une indexation à 2 dimensions. Alors, ça pourrait être 3, là, j'ai toujours 0 qui dit je n'ai pas de 3e dimension. Bon. On peut, voilà, c'est juste une manière d'indexer. Un petit détail aussi, il y a un if qui s'est glissé là, parce qu'effectivement, ici, j'ai arrondi. Donc, il ne faut pas que je déborde du vecteur. Si ce n'est pas un multiple de 64, simplement en mettant le if qui est ici, il y a des threads à qui je vais dire, toi, tu ne travailles pas. Il va exister quand même, parce que de toute façon, on exécute tous les threads ensemble dans un même paquet de 8 cœurs. Mais au moins, il ne va rien faire, il va juste se tourner les pouces pendant que les autres travaillent. OK, donc après, il y a plus de détails, mais en gros, c'est une bonne idée déjà de ce qui se passe. Donc voilà, on a plein de threads, c'est assez trivial à créer, on a plein de parallélismes. Donc, oubliez les boucles for. Il n'y a pas besoin de boucles for. Éventuellement, en faisant du tiling, ça peut être intéressant, mais en général, ce qu'on dit, c'est non, 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 exprimez-le de manière vectorielle. On dit chaque cœur ce qu'il doit faire à un cycle, et puis ça suffit. On a besoin d'une structure, donc avec des blocs. Alors maintenant, j'ai pris 64. Est-ce que c'est bien 64? Ça dépend du GPU. Ça dépend de l'application. Si j'ai 1 million d'éléments ou j'en ai 1000 ou j'en ai 1 milliard, la taille de bloc ne va pas être forcément la même. Donc, voilà, c'est là où on commence à se dire il y a quand même du tuning à faire. Entre le GPU d'il y a 15 ans ou le GPU de l'année dernière, ça ne va pas être tout à fait la même structuration qui va effectivement avoir les meilleures perfs. Alors maintenant, il y a plein de petits soucis. C'était la vision idéaliste. On se dit, ah ok, parallélisme, machin. Bon. Maintenant, imaginons que je veuille seulement multiplier par le facteur les éléments pairs de mon vecteur. Donc seulement les éléments pairs, et puis les impairs, j'y touche pas. Si je fais juste ça, je rajoute une condition dans mon if, mais ça veut dire que les threads de rang impair, ils font rien. Donc en fait, j'ai perdu la moitié de mes capacités de calcul parce que quand il y a une instruction qui se fait, j'en ai 4 cœurs qui font quelque chose, puis 4 autres qui, eux, font rien, qui se tournent les pouces. Donc je perds du parallélisme. Donc ça, c'est le problème de divergence, c'est que dès que vous allez mettre du if, ceux qui ne font pas le if, ils se tournent les pouces. Alors on pourrait se dire, mais je peux faire un else, je lui fais faire autre chose. Alors effectivement, sauf que non, en fait. Vu que de toute façon, les threads font qu'une instruction à la fois, ce qui va se passer, c'est que avec un if-else, il y a la moitié qui vont faire d'abord le then, et ensuite, il y a l'autre moitié qui va faire le else. Et donc, du coup, on va garder ce problème de on perd la moitié des gens parce que à chaque instant, on fait qu'une seule instruction à la fois. Donc, c'est ce qu'on appelle la divergence des threads. Alors, il y a une histoire de c'est par paquet de 32 threads. Après, ça dépend des GPU. Les GPU les plus récents sont capables de gérer une certaine divergence avec de l'exécution conditionnelle. Bon, il y a différentes manières. Je ne rentre pas dans les détails, mais y pensez à ça. Les if dans le code, déjà, ça pose des questions. Ensuite, il y a l'accès mémoire. Il y a le problème de mémoire coalescée. Par exemple, ici, je dis parce que, pourquoi pas, pour une raison ou une autre, chaque thread d'abord va multiplier l'élément pair
qui lui correspond, puis ensuite l'élément impair qui lui correspond. Donc on est comme ça, chaque thread travaille sur les deux cases, d'abord la première, puis la deuxième. Et bien ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que les accès ne sont pas coalescés, on dit, c'est-à-dire que les accès mémoire ne sont pas contigus entre les différents threads. Et donc, ce n'est pas efficace de nouveau parce que, ben, en fait, lui, il va charger 2 fois plus de données, en fait, hein, et juste sélectionner la moitié. Donc, ce n'est pas efficace. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est dire, donc je change un petit peu mon calcul, et je dis d'abord les threads, ils vont tous récupérer le début du tableau ensemble, de manière bien contiguë, et ensuite, il récupère la suite. Et ça va être plus efficace. On va consommer 2 fois moins de bande passante. Et donc, tout de suite, on se dit, ah ouais, mais les accès mémoire, en fait, moi, j'ai mes structures un peu tordues. Bah ouais, si vous n'avez pas des accès contigus en mémoire, que vous ne pouvez pas donner à chaque thread de manière contiguë selon l'indexation des threads, ça ne va pas être bon. Donc, alors après, de nouveau, ça dépend des GPU, des générations. Mais il y a effectivement ça qui arrive. Ce qui veut dire que sur les GPU, en général, il vaut mieux des structures de tableau. Donc, mettre toutes les températures côte à côte, puis toutes les pressions côte à côte, quand on est en physique, typiquement. Et comme ça, les threads vont d'abord tous lire la température côte à côte ensemble, bien contiguë, et puis ensuite lire la pression bien contiguë et tout, et puis faire un calcul rangé dans autre chose de manière bien contiguë. Alors ça, c'est vrai pour la mémoire globale, celle où on y accède facilement, on a une variable globale. Bon. Il y a de la mémoire locale interne, plus interne au GPU, où on n'a pas ce problème de coalescing. Mais du coup, il faut l'allouer, il faut copier dedans. C'est plus compliqué. Donc typiquement, on va lire depuis la mémoire globale, faire un premier traitement, écrire dans la mémoire locale, et puis là, lire depuis cette mémoire locale de manière non coalescée peut-être, faire autre chose, parce qu'on sait que pour la mémoire locale, ça ne va pas poser de problème. Mais quand on réécrit en mémoire globale, ben, il faut écrire de manière coalescée, sinon ce n'est pas efficace. OK. Donc ça, c'était pour les accès mémoire du code. Donc en résumé, on a un parallélisme massif. On va faire des millions de threads. Il faut faire attention à la divergence. Les if dans le code, ce n'est pas une bonne idée. Il faut faire attention. Il y a les accès mémoire. Il vaut mieux que ça soit coalescé, ou alors utiliser la mémoire locale, qui, elle, n'a pas ce problème-là. Et du coup, il faut gérer les transferts. Et puis, il y a plein d'autres choses dont je n'ai pas le temps de parler dans le temps imparti. Donc, ce que ça veut dire pour moi, c'est si vous n'avez pas besoin d'écrire le kernel parce que vous piochez quelque chose qui existe déjà ou qu'il y a un compilateur qui sait mieux que faire que vous, ben, c'est pas plus mal. Dépenser du temps à écrire du kernel, c'est pas clair. Peut-être il y a un kernel qui est vraiment critique, qui fait 99% du temps de votre appli, et là, oui, vraiment prendre le temps de le faire bien en CUDA comme il faut, ça peut être rentable. Mais sinon... Voilà, d'autant plus que selon les générations de GPU, ça ne va pas être les mêmes optimisations qui vont apporter de la performance. Donc, des fois, on se dit, bah, je prends un compilateur qui va optimiser peut-être pas superbement bien, mais qui va effectivement faire de la vectorisation, reconnaître des patterns, essayer de coalescer de manière automatique. Ça ne va peut-être pas être 100% de ce qu'on pourrait faire à la main, mais on n'a pas dépensé le temps ingénierie pour le faire. OK, donc ça, c'était le modèle d'exécution. Maintenant, les données. Les données, là, j'ai parlé du pointeur qui était déjà sur un GPU. Comment est-ce que les données arrivent sur le GPU? Ce n'est pas magique. Donc, typiquement, il va falloir allouer de la mémoire sur le GPU. Donc, on a QDAMalloc pour ça. Et puis après, copier entre CPU et GPU. Donc, on a un même copie pour ça. Alors, pour que ça soit efficace, la mémoire CPU, il faut l'avoir allouée avec QDAMalloc Rust pour que le système il verrouille les pages mémoire dans le système, pour que comme ça, on puisse dire au GPU, les données, on sait où elles sont physiquement dans la barrette mémoire, transfère-les directement, il n'y a pas besoin de passer par le CPU. Et ça peut se faire de manière complètement asynchrone, le GPU se débrouille pour récupérer les données. Et pareil dans l'autre sens. Donc ça veut dire que les données CPU, il faut les allouer de manière particulière. Les données GPU, il faut les allouer avec QDAMalloc. On fait le même copie dans un sens pour transférer depuis le CPU vers le GPU. Une fois que c'est fait, on peut faire le calcul. Et une fois que le calcul est fini, on peut rapatrier depuis le GPU vers le CPU. Donc ça, c'est un code un peu naïf qui va marcher. Juste, on va se tourner les pouces en attendant que les données soient copiées. Et enfin, on peut faire le calcul. Et puis ensuite, on va de nouveau se tourner les pouces pendant que c'est en train de retransférer le résultat. Donc en vrai, ce qu'on voudrait, c'est recouvrir, dire pendant que je fais le même copie, peut-être j'ai un kernel qui est en train de calculer,
Et puis, pendant que moi, je serai en train de calculer, je peux rapatrier le résultat du calcul précédent et puis transférer inversement les données dont j'aurai besoin pour le calcul encore suivant. Donc, gérer un pipeline entre j'envoie les données, je calcule, je récupère le résultat. Donc, quasiment toutes les opérations CUDA ont une variante asynchrone qui permettent de soumettre des choses à faire avec des fonctions pour attendre que ce soit fini. Il y a la notion de stream qui permet de coordonner pour tout ça un peu pour dire tu fais ça, puis ça, puis ça, puis ça. On peut mettre des dépendances aussi. On commence à avoir un graphe de choses à faire. Donc voilà, alors ça commence à être compliqué à programmer. La programmation asynchrone, ce n'est pas naturel pour les gens, mais bon, ça se fait. Éventuellement, on peut utiliser les CUDA-graphes. L'idée, c'est qu'on fait vraiment un graphe de tâches. On dit tu transfères, puis tu calcules, puis tu transfères, tu calcules. Et en fait, par dépendance, le GPU va savoir qu'est-ce qu'il peut faire à chaque instant pour tout faire au mieux, aussitôt que possible. Et donc, la synchronisation se fera par le GPU, donc ultra efficacement. Enfin, la topologie, ça compte. C'est-à-dire que si j'ai une donnée qui est déjà sur un GPU, par exemple, je peux la transférer très efficacement sur un GPU qui est à côté quand j'ai mis un NVLink entre les deux. Alors la vitesse, ça dépend des modèles, mais c'est souvent en général 10 fois plus rapide que passer par la mémoire principale. Je peux aussi transférer directement des données qui viennent du réseau, les envoyer directement sur le GPU sans passer par la mémoire principale et inversement envoyer vers le réseau. Alors après, ici, j'ai mis un gros rectangle. La topologie PCI, elle compte. Éventuellement, j'ai un lien direct entre la RAM et la carte réseau. Et puis, la RAM qui est là, elle va passer un peu plus, ça va être un peu plus loin. Donc, il y a des questions de placement. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Je suis à côté ou pas de la carte réseau. Je peux avoir des nœuds NUMA différents. Et donc là, de toute façon, je ne peux pas faire un transfert direct entre les deux GPU parce que le NVLink ne va pas pouvoir passer, par exemple. Ou au contraire, le NVLink a été posé entre tous les GPU et du coup, je peux transférer directement entre les GPU, alors que sinon, je suis obligé de passer par l'interconnect entre les bus PCI des non-UMA. Donc, tout ça est complexe et dépend vraiment de la machine. Une machine avec 4 GPU, si on n'a pas la doc de la carte mère, on ne sait pas s'il y a 2 non-UMA ou pas, s'il y a une hiérarchie de bus PCI ou pas. Il faut regarder. Alors, HWLog fournit l'information. Juste, il faut l'interpréter. Éventuellement, on peut utiliser la mémoire unifiée. L'idée, c'est que quand on fait CUDA-malloc, ça nous donne un pointeur. Et puis, ce pointeur, on peut l'utiliser pour un peu tout. On peut y accéder depuis le CPU, depuis le GPU. CUDA se débrouille au sens où, à la volée, il va transférer les données. Alors, ça veut dire qu'il est aveugle, il ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, c'est à la demande. Quand il voit qu'on demande depuis le GPU, il va dire « Ah, vite, 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 il faut récupérer depuis la mémoire. » Et puis ensuite, on peut calculer. Donc, ça introduit la latence de faire le transfert. Si on a plein de calculs à faire entre-temps, bon, peut-être ça va marcher. Souvent, on a envie de donner une indication avec memAdvise ou memPrefetch pour dire à CUDA « Et ça, c'est une bonne idée de faire ceci, faites ce transfert-là. » Comme ça sera prêt au moment de faire du calcul. Mais au moins, le code est facile. On transfère les pointeurs de fonction en fonction sans se poser de questions. C'est tout géré par CUDA. Donc ça, c'est possible, mais pour avoir des perfs, sans doute, il faut mettre des petites indications comme ça. Donc en résumé, la mémoire qui est sur le GPU, elle a une grosse bande passante, mais il faut envoyer les données dessus. Il vaut mieux pipeliner pour éviter de rien faire pendant qu'on est en train de transférer. Si vous pouvez éviter de faire toutes ces gestions-là à la main, c'est pas plus mal. Utilisez des environnements qui le font pour vous. Donc pour conclure, les GPU, c'est des bêtes de course, mais comme toute bête, c'est compliqué à piloter. Donc plein de threads, optimiser, c'est compliqué. Donc déléguer à une autre couche, c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui avec différentes approches. Je pense que c'est à peu près essentiel. Sinon, on dépense beaucoup de moins ingénieurs. Potentiellement, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment à voir. Merci. Et j'attends vos questions. Et c'est dangereux sur GPU. Ouais. Ça ressemble un petit peu au problème qu'on peut avoir sur CPU avec la Vecto. On va utiliser, alors là c'est un facteur 32, sur CPU c'est plutôt un facteur 4. Et en fait sur CPU ou sur GPU, les codes avec lesquels j'ai à travailler, ils sont limités par la bande passante mémoire beaucoup plus que par le calcul. Et
Et c'est vrai sur CPU et c'est encore plus vrai sur GPU. Et du coup, le point suivant que tu as dit, les accès mémoire sont en pratique, de ce que je vois, beaucoup plus critiques. Tout le monde comprend bien ces histoires de if, on a tendance à se focaliser un peu dessus. Alors, en fait, je pense qu'il faut faire beaucoup plus attention aux histoires d'accès mémoire et qu'au final, si on utilise un 32e de la puissance de calcul du GPU, franchement, c'est pas mal. Effectivement, après, donc ça dépend des générations de nouveau. Mais d'autant plus, oui, les accès mémoire, si c'est. Alors, inversement, les nouvelles générations, les accès coalescés, ils arrivent dans une certaine mesure à s'en débrouiller. Mais en tout cas, c'est le point noir. Ouais. Sinon, on se fait complètement avoir. Ouais. S'il y avait une vision sur la prédiction des ventes, la sécurité des CPU, ils sont pas. Alors, je ne sais pas si les GPU font vraiment de la prédiction de branchement. D'enlever toute cette partie et de dire on va cacher les latences. Mon CPU, de prédire la branche pour être à faible latence. Parce qu'il a un pipeline. Alors, le GPU n'a pas de pipeline, donc il s'en fiche en fait. Il y a aussi des en fait, tu as mis plus de threads que ce que tu as de cœur d'exécution. Tu remplis. Tu as un espèce d'hyper-threading ultra évolué. Massif. Si le fait qu'il a plein de threads, quand il y a une opération qui demande un peu de latence, hop, je vais en chercher une autre. Et c'est comme ça que ton GPU il cache la latence. Et pas en faisant de la prédiction, en essayant de. Donc, il est très nul sur les opérations où il y a besoin de latence. Par contre, il est bon quand tu as beaucoup de choses à faire. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de choses à lui faire faire. Des millions de threads organisés pour qu'il arrive à ordonnancer.